Ce que vous allez voir est la suite directe des 2 premières vidéos de ma série sur l'histoire du métro. Si vous ne les avez pas vues, l'affiche en haut à droite vous y emmène directement. Avec la fin de la guerre reprennent les travaux sur le réseau métropolitain. Même si le tunnel de la ligne 9 était presque terminé avant la guerre, les stations terminales restaient à achever. Le prolongement de la ligne 3 à l'est, aujourd'hui devenue ligne 3 bis, était lui aussi presque achevé, il sera terminé après la guerre et ouvert fin novembre 1921. A l'origine pourtant, il était prévu de prolonger la branche est de la ligne 7 au-delà de sa boucle terminale pour atteindre Gambetta selon le même tracé. Ce projet amènera à la réalisation de 2 voies et d'une station intermédiaire permettant de relier la boucle de la 7 à ce qui allait devenir le prolongement de la ligne 3. Ce projet fut finalement abandonné, mais on conserva l'idée d'une navette entre Pré-Saint-Gervais de la ligne 7 et Porte des Lilas, nouveau terminus de la ligne 3, en utilisant une seule voie, la voie navette. Ce service particulier sur le réseau perdurera jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. La station nommée Axo, située uniquement sur l'autre voie, appelée voie des Fêtes, ne fut jamais terminée et reste à ce jour sans accès à l'extérieur. C'était alors au tour de la ligne 9 d'ouvrir. Sa construction sur sa partie nord ne s'est pas faite sans mal, en témoigne un éboulement dans le tunnel, alors en construction en novembre 1915. L'éboulement causera un affaissement de sol sur la place de l'Alma et plusieurs mois de retard sur l'ouverture de la ligne. Sur la 9 aussi, une exploitation particulière était prévue. Une voie appelée voie Murat avait été construite entre la boucle de la ligne 8 de l'époque et le terminus de la future ligne 9, porte de Saint-Cloud. L'idée était de dévier un train sur 2 de la ligne 9 pour les faire passer par la boucle de la ligne 8 et par la voie Murat afin de desservir la station Porte Molitor les soirs de match au Parc des Princes. Mais avant l'ouverture de la ligne 9, la CMP avait déjà abandonné l'idée d'exploitation complexe. La station Porte Molitor, restée sans accès extérieur, connaîtra alors le même destin que la station Axo. La ligne 9 est donc ouverte entre Trocadéro et la chaussée d'Antin entre fin novembre 1922 et mai 1923. Le terminus ouest de la ligne prévue à l'origine, Porte de Saint-Cloud, ne sera ouvert qu'en septembre 1923 à cause de litiges concernant l'emplacement des voies de l'arrière-gare. Dans la foulée, un raccordement entre les lignes 8 et 9 doublant la voie Murat sera construit, mais cette fois-ci pour servir d'atelier commun aux 2 lignes. Avant l'ouverture des lignes 8 et 9, le projet de ceinture intérieure encore d'actualité prévoyait la construction d'une section Invalides-Bastille pouvant être exploitée soit de façon autonome, soit comme faisant partie intégrante de la ceinture. La ligne est donc construite dans cette perspective entre 1913 et 1920. Une première section Invalides-Croix-Rouge ouvre en 1923, prolongée jusqu'à Odéon en 1926. Dès son ouverture et contrairement à toutes les lignes précédentes, la fréquentation est très faible. Les stations ne totalisent pas 1000 voyageurs journaliers. Il faut dire que le tracé de faible longueur ne traverse pas les quartiers les plus animés de la capitale. La station Invalide est de conception particulière pour permettre l'exploitation complexe alors en projet. Elle intègre une boucle de rebroussement et un terminus à quai central pour l'exploitation autonome, ainsi que des raccordements à la ligne 8 entourés par 2 demi-stations pour l'exploitation en boucle. Cependant, la ville de Paris redéfinit le réseau métropolitain à ses projets en 1922. La circulaire intérieure est alors définitivement abandonnée, la section qui allait s'ouvrir au public sera donc exploitée comme une ligne classique et sera baptisée ligne 10. Les raccordements prévus pour l'exploitation de la ceinture intérieure ne seront donc jamais utilisés. Le conseil municipal de 1922 redéfinit aussi les projets de futures lignes ou prolongements. Là où les anciens projets prônaient la multiplication des lignes courtes, on s'efforcera dès lors de souder au maximum les lignes pour éviter les trop nombreuses correspondances. Au final, le conseil redéfinit le nouveau réseau en 3 grandes lignes transversales et 3 lignes secondaires. On reconnaît dans ce projet la volonté d'un métro strictement parisien ne dépassant pas les portes de la ville. Le projet prévoit aussi la construction de 2 nouvelles lignes désignées par les numéros 11 et 12. La première sera bien construite, mais le projet d'une ligne 12 entièrement aérienne dans le sud de Paris sera abandonné. Après les 10 années de ralentissement économique dû à la guerre, la ville relance en 1925 les grands travaux d'extension du métro. La priorité est alors donnée à l'achèvement des grandes lignes définies 3 ans plus tôt. C'est ainsi que la ligne 7 voit son terminus repoussé de Palais-Royal à Pont-Marie en 1926, de même que la ligne 10 prolongée jusqu'à Odéon la même année. Ce petit prolongement permet néanmoins à la dernière ligne du réseau de gagner en fréquentation grâce à sa correspondance avec la ligne 4 à son nouveau terminus. 2 ans plus tard, les lignes 8 et 9 se rejoignent à Richelieu-Drouot, alors que leur tronçon en superposition sur le boulevard Haussmann était en cours de creusement. Nous sommes alors à la fin des années 20 et la région parisienne se développe, surtout en banlieue. Sa population double en 30 ans, atteignant 2 millions en 1931. Se créent alors des migrations pendulaires, des flux de travailleurs de banlieue à Paris le matin et inversement le soir. Le métro s'arrêtant aux portes de la ville, les tramways ou l'automobile prennent le relais en banlieue dans des rues vite surchargées. Il faut trouver une solution. Le projet visionnaire à l'étude en 1925 prévoyait déjà le percement de grandes artères mêlant routes et trams modernes en site propre. Cependant, l'époque était au développement massif de l'automobile, la surface devait lui être dédiée sans être gênée par les tramways. Ceux-ci sont donc peu à peu supprimés à la même époque, remplacés par des bus, pourtant rapidement paralysés dans la circulation automobile.
Il faudra attendre une soixantaine d'années avant de revoir le tram en région parisienne comme alternative à la voiture. C'est aussi à ce moment-là que naît l'idée d'un nouveau réseau ferroviaire à intérêt régional pour interconnecter la banlieue plus lointaine au centre de Paris par le prolongement souterrain des principales lignes de banlieue aboutissant aux gares termineuses de la capitale. L'idée était de désengorger ces gares qui commençaient à saturer ainsi que d'offrir davantage d'interconnexions avec le métropolitain. Ce projet fut également mis de côté et repris 30 ans plus tard pour constituer le RER que nous connaissons aujourd'hui. Le projet de 1925 abandonné, il fallait trouver une solution pour interconnecter Paris et sa proche banlieue. Seul le métro paraissait capable de remplir ce défi. Cependant, comme la convention originelle du métro parisien le désignait comme purement municipal, une nouvelle convention devait être signée. Cette nouvelle convention de 1927 prévoit 15 prolongements en banlieue, plus un 16e éventuel sur la ligne 10 vers le pont de Saint-Cloud. 4 prolongements sont désignés comme prioritaires et doivent être réalisés dans un délai maximum de 4 ans, ceux des lignes 1, 3, 9 et A. Les travaux pour ces prolongements commencèrent dès 1931. Profitant de l'occasion et en faveur d'une plus grande unicité du réseau, le conseil municipal décida la fusion de la CMP de la Nord-Sud en mauvaise forme économique. La compagnie, fondée une vingtaine d'années plus tôt, n'aura jamais pu construire sa ligne C alors que les travaux préparatoires étaient commencés. La fusion, ou plutôt l'absorption de la Nord-Sud par la CMP, a lieu le 1er janvier 1930. Les lignes A et B sont alors renommées lignes 12 et 13. À part ce changement de numérotation, rien ne change encore pour les usagers à ce moment-là. Ils étaient loin de se douter de l'ampleur des transformations que le métro allait connaître durant la décennie à venir. Pendant ce temps-là, les travaux de réalisation du projet de 1922 battent leur plein. Les lignes 7 et 10 sont presque achevées et l'accent est mis sur la ligne 8 qui doit offrir au plus vite pour desservir l'exposition coloniale de 1931 au bois de Vincennes. Le tracé des lignes 7 et 10 avait été remanié plusieurs fois. La 10 devait à l'origine être prolongée jusqu'à Bastille pour compléter la ceinture intérieure, mais avec l'abandon du projet, la seule traversée sous-fluviale de la 7 paraissait nécessaire à cet endroit-là. La partie sud de la 7 était déjà construite jusqu'à la porte de Choisy, mais il manquait en 1930 la traversée sous-fluviale pour terminer la ligne. Décision fut prise de construire un raccordement à double voie entre la 7 et la 10 entre les stations Maubert Mutualité et Cardinal-Lemoine, afin d'exploiter le tronçon sud de la 7 comme faisant partie de la ligne 10, en attendant l'achèvement de la traversée de la Seine. La 10 prolongée jusqu'à la porte de Choisy ouvre alors début 1930. La Seine est franchie un an plus tard, ce qui rend possible l'exploitation de la 7 comme prévu en 1922. Les voies utilisées jusqu'alors par la 10 sont transférées à la ligne 7 et la 10 inaugure son tronçon terminal Maubert-Jussieu. Quelques jours plus tard, la ligne 8 est prolongée jusqu'à la porte de Charenton, juste à temps pour l'exposition coloniale. Ce prolongement avait nécessité la construction des tunnels de la ligne 9 jusqu'à République, à cause de la superposition des deux lignes sous le boulevard Haussmann et de l'ouvrage complexe de République. Les nouvelles stations des lignes 7 et 8 construites après 1922 ont une particularité, elles sont plus longues, 105 mètres contre 75 mètres pour les autres lignes. En prévision de l'augmentation du trafic sur ces lignes, il avait été prévu d'ajouter 2 voitures au train classique à 5 voitures. La fréquence des trains ne pouvant être augmentée, c'était la seule façon d'absorber l'augmentation du trafic. Les stations les plus anciennes devaient être allongées à 105 mètres par la suite. Cette innovation fut testée pour la première fois pour desservir l'exposition coloniale sur la ligne 8. Le problème était que l'est de la ligne était encore équipé de stations classiques, les 2 voitures supplémentaires étaient donc accessibles uniquement depuis l'Opéra jusqu'à la porte de Charenton. Une fois l'exposition passée, la 8 retrouva ses trains à 5 voitures. Pour un meilleur accès à l'exposition, l'exploitation des lignes 5 et 6 est également modifiée. La 6, cantonnée alors à la Nation Place d'Italie, récupère les voies de la ligne 5 jusqu'à Étoile. Le terminus de la 5 est donc déplacé à Place d'Italie. Les 2 lignes retrouvent leur tracé originel à la fin de l'exposition. Après la ligne 8, c'est au tour de la ligne 9 d'être achevée selon les plans de l'époque. Elle est prolongée à l'est de Richelieu-Drouot à la porte de Montreuil et à l'ouest jusqu'au pont de Sèvres, premier prolongement du métro hors de la capitale. Les autres prolongements décidés en 1927 seront mis en service entre 1933 et 1934. La ligne 1 du métro, qui n'avait pas connu de changement depuis son inauguration en 1900, sera également prolongée en banlieue vers le château de Vincennes quelques jours après le prolongement de la ligne 9. Le même jour ouvre le prolongement vers la mairie d'Issy de la ligne 12, ancienne ligne A de la Nord-Sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la fin des grands travaux sur le métro parisien et des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, j'ai aussi un compte Instagram en description. À bientôt.